Bonjour les TL, nouveau chapitre pour vous que vous aviez pour quelques-uns réclamé. C'est le chapitre sur la science qu'on va poursuivre ensuite avec les TS pour qui ça n'était pas tout à fait terminé. Ce chapitre s'intitule « Faut-il attendre de la science qu'elle ait réponse à tout ?» Donc je vais d'abord vous faire l'introduction en vidéo et puis je vais vous transmettre l'intégralité du cours sur Word. Et puis peut-être faire des petites vidéos mais sur des points précis, peut-être pas tout, je ne sais pas. Vous me direz aussi, j'attends vos retours pour savoir ce qui est le plus efficace pour vous. L'introduction, le moment de problématisation, il me semble que c'est important peut-être d'avoir un discours. Donc voilà, je vais faire comme ça. Donc le chapitre, enfin le bloc scientifique en fait, pour les TS comme pour les TL, s'articule autour de plusieurs questions. Donc moi j'ai fait 3 chapitres. Faut-il attendre de la science qu'elle ait réponse à tout? C'est celui qu'on va commencer aujourd'hui. Ensuite on se posera la question du vivant. On se demandera si le vivant peut-il n'être qu'un objet. Et ensuite, on se posera la question de la matière et de l'esprit, du cerveau, de la pensée, et on se demandera, est-ce le cerveau qui pense? Donc, je commence par ce cours que les TS ont déjà eu. Faut-il attendre de la science qu'elle ait réponse à tout? Alors, j'ai choisi la question du cours parce que il me semble que notre époque connaît un paradoxe très intéressant qui me permet de commencer en fait avec cette notion. En fait, le chapitre s'appelle « Faut-il attendre de la science qu'elle ait réponse à tout ?» Il pourrait s'appeler aussi « Faut-il attendre de la science qu'elle nous délivre une vérité ?» Parce qu'évidemment, on va commencer le bloc scientifique par la question de la vérité, en fait, tout bêtement. C'est la question de la vérité qui est centrale pour le scientifique comme pour le philosophe, ça c'est une chose commune. Il n'y a pas d'ailleurs de distinction entre les deux du point de vue de la finalité, en fait. Et donc, faut-il attendre de la science qu'elle ait réponse à tout? Le fait de prendre en fait comme objet d'étude pour ce chapitre, comme problème précis, la science, répond d'abord à certains traits caractéristiques de notre époque qui sont très intéressants, qui sont à la fois culturels et politiques, et en même temps qui permettent évidemment d'aborder la question de la démarche scientifique, qui évidemment fait partie du programme de philosophie. Alors, un paradoxe et une intuition. C'est grâce à ces deux choses-là qu'on va fabriquer notre problématique. D'abord, un paradoxe. Je vais commencer par une chose toute bête. On entend souvent dire que notre époque est celle de la post-vérité. La post-vérité, ce serait donc comme le post-punk ou je sais pas, autre chose. La post-vérité, ce serait donc la période après la vérité, le mouvement après la vérité. Avant, on considérait que la vérité c'était important, aujourd'hui on est plus dans l'ère de la post-vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un concept, ça fait référence à un concept d'Orwell, qui ne s'appelle pas post-vérité du tout, mais qui s'appelle common decency, qui est défini par le dictionnaire d'Oxford en 2016 comme ces circonstances au cours desquelles les faits objectifs ne suffisent pas à modeler l'opinion, mais ce sont au contraire les appels à l'émotion et les opinions personnelles qui parviennent à modeler l'opinion. Ce qui peut être très pratique. Orwell a beaucoup travaillé sur la question du langage et de la manière dont se fabrique l'opinion, puisque ses écrits ont toujours une dimension politique, donc il a dit des choses très intéressantes sur cette question. Et notamment une manière assez moderne de mettre en scène l'information, en fait. Donc je ne vais plus parler de vérité, là pour le moment je vais parler d'information. Ces informations qui nous parviennent d'un peu partout, qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont ni vraies ni fausses. Je prends un exemple, vous avez été quelques-uns à m'envoyer cette petite vidéo qui a disparu des réseaux sociaux. D'ailleurs, vous m'aviez prévenu, regarde avant que ça disparaisse. Donc, j'ai pas regardé parce que j'ai esprit de contradiction. Je crois que j'ai regardé le début, enfin je sais plus. Cette vidéo dans laquelle un type parle du fait que le coronavirus serait né dans un laboratoire chinois dans lequel évidemment travaille ou a des intérêts le mari d'Agnès Buzyn qui évidemment est ministre justement, etc. en France, qui est évidemment le centre du monde, etc. Donc théorie du complot. Très intéressant. On a eu la même théorie du complot lorsque Notre-Dame a brûlé. C'est bizarre, Notre-Dame de Paris brûle au moment où Macron va faire un discours, etc. Bon, c'était un petit peu étonnant, mais pourquoi pas.
Le problème de ces informations-là, c'est que elles sont pas vraies, parce qu'elles sont pas vérifiées, parce qu'elles, pour plein de raisons en fait qu'on va voir. On sait bien, on a une certaine méfiance quand on reçoit ces informations. Elles sont pas fausses non plus, en fait. Elles sont pas fausses parce qu'elles sont ni mensonges ni vérité, elles sont simplement vagues. Elles sont, alors il y a plusieurs techniques. Il y a la juxtaposition d'éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Dans les laboratoires bactériologiques, on ne travaille pas sur le rhume, on ne travaille pas sur la grippe, on ne travaille pas sur la pneumonie, on travaille peut-être sur d'autres types de virus. Ou alors je suis une sceptique tellement convaincue par mon scepticisme que je ne crois plus en rien, même dans les pires complots, etc. Mais peu importe. On a tendance à partager parfois des informations avant que celles-ci soient vérifiées. On est passé en fait de quelque chose qui se justifie parfaitement sur un plan philosophique à quelque chose qui, par contre, est de l'ordre de la pollution intellectuelle. En philosophie, il y a un courant d'idées très important qui s'appelle le scepticisme. Le scepticisme, et j'en suis, c'est un ensemble de philosophes qui, contrairement aux philosophes qu'on va appeler dogmatiques et qui sont nombreux, c'est la plus grosse part de la tradition philosophique, Platon, Descartes, etc. Les sceptiques, comme Nietzsche par exemple, un grand sceptique, les sceptiques sont ceux qui pensent que la notion de vérité, ce n'est pas qu'elle ne vaut rien, c'est un horizon, c'est une finalité. C'est un fantasme aussi, en fait. Parce que l'homme est capable d'avoir des opinions, en fait. N'en déplaise à Platon. Il est capable d'avoir des opinions, parfois des opinions très justifiées, très réfléchies, des opinions qui évoluent aussi, ça c'est le scepticisme, mais qui sont des opinions, en fait, qui portent un discours probable. Pas un discours vrai, un discours probable. Évidemment, il y a des degrés de vérité. Que l'épidémie aujourd'hui... qui court est quand même dans un ensemble de causes, je dirais, ou plutôt de raisons d'être un certain problème politique, un certain manque de décision politique, oui. Qu'elle ait été décidée, non. Qu'elle soit l'occasion d'un opportunisme politique, c'est bien certain. Que pour autant elle ait été planifiée et décidée pour tous nous tuer, je pense pas du tout. Donc il y a des degrés de probabilité, il y a des choses qui sont plus ou moins probables. Il est peu probable que la Terre soit plate. Il est plutôt probable que la Terre soit de forme sphérique, bien qu'elle ne soit pas une sphère parfaite, géométrique, puisque une sphère géométrique n'existe que dans notre tête, en géométrie, dans une projection mentale. Donc il y a des degrés de probabilité pour les sceptiques, mais il n'y a pas de vérité. Et la position sceptique, qui est souvent mal comprise, c'est la position selon laquelle il n'est pas du tout inutile de rechercher la vérité, puisqu'au contraire, comme c'est un horizon, comme c'est une finalité qu'on se propose et qu'on sait très bien qu'au fond, on ne peut pas l'atteindre, le devoir de tout homme sage, c'est de chercher le plus probable. Et comme il n'y a pas de vérité, la position sceptique implique de toujours remettre en question son discours pour s'approcher de plus en plus du plus probable. Celui qui a la même opinion à 20 ans, à 30 ans, à 60 ans, pour le sceptique, c'est incompréhensible en fait. Et c'est un petit peu le travers du dogmatisme. Alors, si être sceptique, c'est une position philosophique qui me semble intelligente, valable, ressentie en fait, forte, parce que les certitudes ont quelque chose d'effrayant et donnent aux hommes des croyances qui sont violentes, etc. En revanche, ça ne signifie pas que tous les discours se valent. Et aujourd'hui, on a un petit peu le sentiment que tous les discours peuvent se valoir, qu'un chef d'État peut dire absolument n'importe quoi. Je pense à certaines sorties de Donald Trump, par exemple, ou de Macron. On a le sentiment qu'à la télé, on peut dire n'importe quoi. On peut inviter des gens comme Zemmour. On peut entendre que quelqu'un qui gagne le SMIC, c'est quelqu'un qui n'a pas bien travaillé à l'école. Enfin, voilà, on a l'impression qu'aujourd'hui, on peut tout dire. Et qu'au fond, il y a même finalement des informations fallacieuses qui peuvent parfaitement être partagées, être crues sans être vraies. La dernière que j'ai entendue, elle était tout de même formidable. C'était l'idée que Nostradamus, évidemment, on fait toujours appel à lui quand c'est la fin du monde, Nostradamus aurait prédit, alors c'est quoi, on est au 15e siècle je crois, Nostradamus aurait prédit cette épidémie et il aurait prédit qu'elle durait 5 ans.
Alors c'est rigolo, il y avait un texte qui traînait sur les réseaux sociaux, alors je ne sais plus en quoi ça consistait, mais c'est assez amusant parce que d'abord le texte utilise des mots qui sont des mots modernes, épidémie, médicale. Je ne sais plus, il y avait la question de la pandémie, il y avait la question, il y avait des termes très très modernes comme ça qui ne pouvaient pas évidemment être écrits par Nostradamus au XVe siècle. Ensuite, peut-être aussi qu'on peut faire un effort de prudence. Avant de croire Nostradamus, moi je veux savoir qui c'est. Je trouve que tous les discours sont importants dans la mesure de ce qu'ils peuvent être. Je trouve ça important d'écouter toutes les opinions, par exemple les opinions des élèves. Et je trouve ça important aussi de savoir que ce sont des opinions d'élèves. Moi, avant de faire confiance à Nostradamus, qui aurait prédit la fin du monde, qui l'a prédit, vous verrez quand vous serez plus âgé, à peu près tous les 10 ans, il y a la fin du monde. C'est pas problématique. Voilà, ça reviendra dans 10 ans. Avant, j'aimerais bien savoir qui c'est. En fait, Nostradamus, c'est un pharmacien. C'est un pharmacien qui n'a pas fini médecine. Voilà, donc c'est quelqu'un qui n'a pas particulièrement prédit quoi que ce soit et qui, dans un livre qui s'appelle Prédiction, effectivement, prédit qu'un roi va se faire tuer au combat, ce qui est normal puisque ce sont des chevaliers à l'époque. Voilà, il prédit aussi qu'il y a une reine de Chine qui va tout envahir, etc. Donc c'est là qu'on suppose que ce serait l'épidémie. Bon, c'est quand même assez éloigné en fait comme interprétation du texte original. Voilà. Donc, on est dans cette ère. Il est possible de tout dire. Il est possible d'être platiste, il est possible d'être complotiste. Et deuxième symptôme, du même ordre, on a toujours recours à l'opinion personnelle. Ça, c'est très fort sur les réseaux sociaux. Quelles que soient les vérités que l'on tente de construire, quelles que soient les démonstrations que l'on apporte, quelles que soient les tentatives finalement de montrer que le discours il est réfléchi, qui correspond quand même à des faits réels, qu'on a des exemples, que c'est une solution qui explique pas mal de choses, qui a été pensée, qui a été préférée à d'autres explications peut-être. Donc, quelle que soit la manière dont on construit un discours avec prudence, avec intelligence, etc., si votre contradicteur n'a pas envie, n'est pas d'accord, il veut pas, il va vous dire oui, non mais d'accord, mais moi, c'est pas mon opinion. Voilà, donc on a le sentiment qu'il suffit de penser quelque chose pour que ça puisse tenir lieu de vérité, non pas pour les autres, mais pour soi, et que ça suffit. Ce qui est évidemment un vrai paradoxe, puisque je ne crois pas du tout à l'idée de vérité. En revanche, si dans le concept de vérité, il y a quand même le concept d'universalité. Si une chose est vraie, elle l'est pour tout le monde. Sinon, c'est qu'elle n'est pas vraie. Le théorème de Pythagore, c'est vrai, il me permet de calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle. S'il ne me le permet pas, c'est que le théorème de Pythagore, il n'est pas vrai. Et il est vrai, le théorème de Pythagore. Il n'est pas vrai, il est juste. Mais il me permet dans tous les cas de calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Si ça ne marche pas, c'est que je me suis trompée. Donc, une vérité ne peut pas valoir que pour moi. L'opinion personnelle, finalement, a de la valeur en cela qu'elle cherche à convaincre l'autre ou qu'elle cherche à se construire comme si elle était soumise à la contradiction, même si le contradicteur n'est pas présent, par exemple. Voilà, donc toutes ces informations erronées, ces informations en demi-teinte, ce langage qui ne veut pas dire grand-chose, qui n'est ni vrai ni faux, et fake news, les théories du complot, l'opinion personnelle, etc. C'est mon opinion. Tout cela, aujourd'hui, c'est une très très forte pollution intellectuelle. On n'est pas du tout plus bête qu'à d'autres époques, mais on est plus pollué qu'à d'autres époques, je pense, intellectuellement. Et c'est amusant et paradoxal, j'en viens à mon deuxième point, cette pollution intellectuelle, elle est contrebalancée par un autre élément, elle est contredite par quelque chose d'autre, qui a l'air en fait de s'opposer à ce premier point, mais qui pourtant à mon avis est du même ordre. Aujourd'hui, on sacralise la science. Aujourd'hui, si on fait une terminale scientifique, on a accès à tout. Si on est scientifique, on fait des choses utiles. Si on est ingénieur, on a un bon métier. Alors que si on est infirmière ou professeur des écoles, on fait quelque chose. Mais enfin, voilà, on est dans le soin aux autres, on n'est pas dans la science. D'ailleurs, pour convaincre l'autre, ça c'est très simple. Il suffit de dire que c'est scientifique, de faire croire que c'est scientifique, d'apporter des calculs, des expériences, des statistiques ou n'importe quoi d'un peu scientifique ou un petit emballage scientifique. Et là, l'autre vous dit « Ah, c'était pas mon opinion, mais bon, comme c'est scientifique, voilà. » On n'a pas encore défini ce que c'était que la science, et pourtant on sait bien que l'étiquette c'est scientifique,
va convaincre. Il y a à la fois à notre époque une sacralisation de la science et à la fois, bien souvent, une méconnaissance profonde de ce que c'est la science, y compris de la part de ceux qui se définissent parfois comme scientifiques. Par exemple, le prof de maths au collège qui nous apprend le théorème de Pythagore, il va dire qu'il est scientifique. C'est assez amusant. À l'oreille du philosophe, ça choque un peu. Évidemment, à d'autres moments, il peut être scientifique. Mais au moment précis où il nous apprend le théorème de Pythagore, il n'est pas scientifique. Il est répétiteur. Il est pédagogue, mais il n'est pas scientifique. On peut tous le faire. Hein. Voilà, soit un triangle rectangle, etc. Bon, je ne vais pas le faire parce que c'est chiant, mais c'est ennuyeux. Mais voilà, on a quand même un certain nombre de personnes qui vont se revendiquer scientifiques et qui, en fait, ignorent tout à fait ce que c'est que la science. Ignorent tout à fait que la science se construit dans une histoire, que la science c'est une démarche rigoureuse et qui a ses propres principes, et qu'il ne suffit pas à un contenu de faire partie de la discipline scientifique pour être scientifique. C'est ce qu'on va démontrer aussi dans ce chapitre. En plus, on ignore ici, quand on dit ça, le paradoxe qui est au cœur de la science. La science, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que fait le scientifique ? Il cherche une vérité. Il cherche une vérité à propos d'un certain nombre de questions. Quelle est la nature de la matière ? Est-ce que l'univers est infini ? Est-ce que le vide existe ? Etc., etc. Et s'il cherche cette vérité, qui n'est jamais définitive, sinon on n'aurait pas d'histoire des sciences, eh bien, c'est que cette vérité, il ne l'a pas trouvée. Précisément, si la science est science, c'est parce qu'elle ne possède pas la vérité. Si la science est la recherche de la vérité, elle ne mènerait pas cette recherche si elle possédait la vérité. Donc la science, c'est précisément le travail de ceux qui ne possèdent pas la vérité. Donc on voit, premier paradoxe, un paradoxe qui est très intéressant. On peut se définir comme scientifique au sens où on est un disciple, où on apprend une discipline, mais enfin, ce n'est pas au sens philosophique du terme, puisqu'un scientifique au sens philosophique du terme, c'est quelqu'un qui cherche une vérité dont il n'est jamais sûr qu'il trouve la finalité finalement. On sait bien en science que c'est souvent à l'occasion d'autres recherches que l'on trouve quelque chose. Par exemple, Torricelli, enfin Galilée, lorsque les fontainiers à Florence ont un problème pour pomper l'eau et pour approvisionner la ville en eau, ils s'adressent à Galilée. C'est son élève Torricelli qui prend le relais, et parce que Galilée va mourir. Et en fait, pour répondre à la question des fontainiers, pour comprendre pourquoi on n'arrive plus à pomper l'eau à Florence, l'eau du fleuve, au-delà d'un certain volume, eh bien, il va falloir comprendre comment se meut l'eau dans une pompe. Donc, s'il y a de l'eau et, prétendument dans la pompe, du vide. Donc, on cherche en fait à savoir pourquoi l'eau ne monte pas jusqu'en haut de la pompe, puis on cherche à savoir si le vide existe dans la pompe, et en fait, on aboutit à quoi ? Le calcul de la pression atmosphérique. Donc, on voit bien en fait que la question de départ, est-ce qu'il y a du vide, n'est pas réglée par la science. Ce qui est réglé par la science, c'est un calcul, quelque chose, un contenu particulier. Donc si le scientifique est scientifique, c'est précisément parce qu'il ne possède pas la vérité. Donc on voit qu'on est, voilà, je reprends ce paradoxe, on est dans une époque qui sacralise la science, et en même temps, on est dans une époque dans laquelle finalement on n'a jamais dit autant de bêtises en étant convaincu que c'était la vérité. Non pas parce qu'on est moins intelligent, non pas parce qu'on est moins cultivé, mais parce qu'on est moins rigoureux et parce qu'on est soumis, non pas parce qu'on est moins rigoureux en fait, parce qu'on est soumis à une pollution intellectuelle telle qu'on ne peut pas ne pas être pollué par le discours médiatique, politique, journalistique ou que sais-je, qui relaie des informations qui sont loin d'être certaines. Et je ne parle pas des réseaux sociaux, ça pourrait être un exemple aussi, mais c'est un exemple un petit peu facile et peut-être pas le plus pertinent. Voilà. Alors du coup, première question, est-ce que finalement on ne serait pas devenu malade de la vérité ? Les Grecs de l'Antiquité, ils étaient à la fois scientifiques et philosophes, et pour eux la vérité c'était un problème tout à fait clair. Soit on était sceptique, soit on était dogmatique.
tous les cas, on se mettait quand même à la recherche de la vérité. La vérité, c'était un énoncé universel, intemporel, qui valait pour tous, que l'on pouvait expliquer, que l'on pouvait démontrer, qu'on l'ait eu de façon intuitive ou peu importe en fait, qu'on l'ait eu par calcul ou qu'on l'ait eu par raisonnement, la vérité c'est quelque chose de plutôt très clair. Non pas qu'on la connaissait, mais qu'on savait au moins la définir. Peut-être qu'aujourd'hui, au bout de tant de temps, on est devenu malade de la vérité, c'est-à-dire pathologiquement en fait malade. Peut-être qu'on est devenu, au fur et à mesure, imperméable à la vérité. Et peut-être que parce qu'on est devenu imperméable à la vérité, qu'on ne la saisit plus, qu'on ne la distingue plus, non pas de l'erreur comme auparavant, comme c'était facile, mais d'énoncer tellement vague que finalement la question de la vérité ne se pose même plus, comme pour Nostradamus, c'était un bon exemple, son texte existe en fait. On ne sait pas de quoi il parle, son texte. Voilà, tout simplement. Et puis on se demande bien pourquoi on le mettra en rapport avec quelque chose qui n'a pas grand rapport avec son texte, sauf d'un point de vue très métaphorique. Mettre en rapport des contenus qui n'ont rien à voir, c'est un principe de rhétorique efficace, qui marche bien en politique, mais qui évidemment ne fait que travestir la notion de vérité. Donc finalement, est-ce qu'on a été conduit au fur et à mesure à ne tellement plus reconnaître la vérité qu'on la sacralise, on la recherche de façon pathologique à travers la science? Et en même temps, est-ce que c'est la science qu'il faut sacraliser ou est-ce que c'est la vérité scientifique? Voilà, première question. Voilà, est-ce qu'on doit sacraliser une discipline ou est-ce qu'on doit sacraliser une vérité, un énoncé, une chose obtenue par l'effort de l'esprit, etc. Et puis, pour finir sur cette introduction, quelque chose qui va être difficile à démontrer, dont on peut relater, dont on peut donner quelques exemples, mais qui est difficile à démontrer précisément parce que l'idée elle-même en fait n'est pas démontrable. L'idée elle est qu'on peut avoir raison contre les faits, en fait, qu'on peut avoir raison et que le réel peut se tromper. C'est une idée qui est très étonnante, j'en conviens. On peut avoir raison contre l'expérience, on peut avoir raison contre les faits, on peut avoir raison contre tout ce qui se passe en fait. Et en fait, je vais quand même essayer de donner un argument. Par exemple, aujourd'hui, les faits, c'est qu'il y a une épidémie, qu'on ne peut pas tellement sortir. On est obligé de se ravitailler quand même un petit peu, parce que l'épidémie et le confinement donnent faim, je ne sais pas pour vous. Mais on est confiné, ça c'est pas mal. On est à la maison, voilà. Certains le vivent très mal, d'autres très bien. Ça dépend si on est solitaire, pas solitaire. Par contre, il y a une épidémie, ça c'est une certitude. Et ça serait quand même légitime en période d'épidémie de paniquer, d'être dans la panique. On voit sur les réseaux sociaux que les gens paniquent. Et quand on panique, au moins, on prévoit. Voilà. Et quand on n'est pas paniqué, on ne prévoit pas tellement, parce qu'on se dit, il me semble qu'il ne faut pas paniquer. Voilà. Les faits, c'est qu'une épidémie, ça fait paniquer. Il me semble que c'est pas utile de paniquer, en fait. Voilà, je sais pas, je lisais justement qu'il fallait attendre avant de toucher ses courses, désinfecter les sachets, enfin des choses que j'ai jamais fait, et que malgré tout c'était pas sûr à 100%, etc. Il me semble que là on est dans la panique en fait. C'est de bon sens si on se pense malade de mettre un masque pour parler à des gens. Chez soi c'est moyennement utile. Il me semble en fait que paniquer est pire que de ne pas paniquer. Voilà, il me semble que si on panique, on risque de trouver plus de conséquences malheureuses que si on ne panique pas, même si objectivement les faits c'est l'épidémie, voilà. Mais il me semble que l'état psychique aussi c'est un fait. Voilà, donc on peut avoir raison contre les faits, j'en suis convaincue, même si on ne peut pas toujours le démontrer, puisque les faits et l'expérience semblent nous démontrer le contraire. Là, on a aujourd'hui un très très bon exemple. Y a un personnage qui me fascinait terriblement dans la littérature, que j'aime toujours d'ailleurs, même si c'est un personnage plein de préjugés finalement quand je le relis. Mais enfin, depuis très très longtemps, je pense que je les ai tous lus. C'est un personnage d'une autrice de romans policiers qui s'appelle Agatha Christie. C'est un personnage connu par les interprétations télévisuelles qui sont pas très bonnes d'ailleurs. C'est le personnage d'Hercule Poirot. Hercule Poirot, sa spécialité, c'est Arthur Borelli. Il a un ego énorme, un orgueil énorme, ça c'est drôle. Et puis, en fait, il a raison contre les faits. Il ne cherche pas d'indices,
il cherche pas grand-chose, il n'a pas tellement besoin de sortir de chez lui. Il écoute les gens et ensuite il s'assoit à son bureau, seul, il fait un château de cartes en général pour se détendre l'esprit. Il réfléchit et d'un coup, ses yeux deviennent verts comme ceux d'un chat et puis hop, il a la solution. Alors que, évidemment, c'est toujours bien de comprendre les choses par comparaison. L'autre personnage du livre, qui est souvent convoqué, c'est l'inspecteur de Scotland Yard, l'inspecteur Japp, qui lui passe son temps à chercher des mégots de cigarettes, des empreintes de pas, des indices, des allumettes, des bouts de tissu, je ne sais quoi. Voilà, comme dans les experts, quoi. L'inspecteur Japp, c'est les experts. Et évidemment, l'inspecteur Japp, il trouve jamais. Et Hercule Poirot, il trouve toujours, parce qu'en fait, il y a la supériorité de ces petites cellules grises. Parce qu'en fait, la réponse, elle est toujours dans notre tête, en fait. Elle n'est jamais à l'extérieur. Hercule Poirot, il a clairement raison contre les faits. Il n'a pas besoin qu'on lui dise où se trouve l'indice pour aller le chercher. Il va le déduire, en fait, de ce qu'il sait. Il va simplement dire, bah tiens, là, je peux vous dire que, voilà, il doit y avoir des empreintes de pas. Ou il a dû y en avoir, mais il n'y en a plus. Voilà. Parce que ça s'est passé comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est le scénario le plus probable, parce que c'est le seul scénario qui n'applique pas de contradiction, etc. C'était très logique, les développements d'Hercule Poirot. Il y a une belle anecdote également sur Einstein. Einstein, donc comme Hercule Poirot, ça devait être un personnage terriblement égocentré. Il a écrit la théorie de la relativité générale, puis la théorie de la relativité restreinte, auquel je ne connais pas grand-chose. On va parler un peu de la relativité avec Galilée, voilà, vous en saurez quasiment autant que moi, parce que j'ai jamais eu le courage de m'y plonger plus que ça, un petit peu mais pas plus. Après avoir écrit la théorie de la relativité générale, il y a un savant anglais, me semble-t-il, qui s'appelle Eddington, qui était chargé, lui, de faire des expériences et des observations pour démontrer qu'Einstein avait bien raison, en fait. Et à l'été 1919, on prédit une éclipse de soleil totale. Un jour précis, en fait, il va y avoir une éclipse de soleil totale. Et la déviation des rayons lumineux à l'occasion de cette éclipse pourra montrer que l'espace et le temps sont courbes et relatifs, et donc que la théorie de la relativité générale d'Einstein est vérifiée. Et Eddington, il est enchanté, il appelle Einstein, il lui dit c'est formidable, on va enfin pouvoir faire la preuve que tu es génial, etc. Et Einstein lui répond mais je suis génial, enfin il lui dit pas je suis génial, mais c'est l'idée quoi. Il lui dit en fait si ça marche pas, enfin si ça marchait pas, j'en aurais été désolée pour l'expérience. Mais bon, de toute façon, ma théorie est vraie, en fait. Que tu l'observes ou pas, que ça marche ou pas, qu'il y ait trop de nuages ou pas, que là, on ne puisse pas le voir ou pas, mes calculs peuvent pas être faux, en fait. Ma théorie est vraie. J'ai raison contre les faits. Alors, il se trouve que l'éclipse pour Eddington se présente comme une preuve, pour Einstein, pas du tout. Alors, comment peut-on expliquer qu'on puisse avoir raison contre les faits ? Eh bien, le réel auquel on est confronté, l'expérience qu'on peut faire du monde, elle est forcément partielle. On n'a accès qu'à un tout petit morceau du monde. Les expériences qu'on peut faire, elles sont limitées. Par exemple, cette éclipse de soleil, Eddington la voit d'une certaine manière à l'endroit où il se trouve, il aurait vu d'une autre manière à un autre endroit de la Terre. Le réel, pour nous, il est partiel, morcelé, et même on le voit de façon subjective. Le réel comme totalité nous échappe. C'est déjà la leçon en fait du philosophe Emmanuel Kant. Le réel comme totalité, c'est ce qui nous échappe. C'est ce qui nous donnait l'idée de Dieu, dans le cours sur la religion que je crois on a fait pour tout le monde, faut que je vérifie. Voilà, mais pour nous, le réel comme totalité, ça n'existe pas. Le réel, voilà, ça nous échappe. Nous, on a accès à un petit morceau du réel, à un pan du réel en fait. Alors que notre raison, elle, notre faculté de réflexion, elle n'est pas partielle. Elle est logique, donc elle est totalisante, parce qu'un raisonnement, ça a un début et une fin, on coupe en plein milieu. Notre raison, elle est également puissante. Elle peut tout imaginer, en fait. On est capable de tout imaginer. Comme notre raison est infinie, comme la logique est infinie, comme notre raison est puissante, si on veut bien s'en servir, et qu'elle est totalisante, parce que les règles de la logique sont sans faille et sans fin, en fait, oui, notre raison a certainement raison contre les faits, si les faits, c'est simplement un réel partiel, morcelé et subjectif. J'espère que je ne vais pas trop vite, comme il n'y a pas de questions, pas d'intervention, je pense que c'est un petit peu rapide, mais bon, on se redira ça lors d'un vocal que j'espère on fera prochainement. Donc voilà, on peut avoir raison contre les faits. Après, ça pose un problème aussi.
Alors, est-ce que finalement ça signifie que la raison est si puissante qu'il suffit de penser pour trouver la vérité ? Est-ce qu'il ne faut pas également prendre en compte que la raison est productrice d'illusions, parce que l'erreur est possible, et parce que la raison, qui se croit totalisante, est capable de se rendre aveugle elle-même à la potentialité illusoire qu'elle recèle. L'illusion, c'est une erreur dont je ne m'aperçois pas. Si j'ai foi en la raison, au moment où ma raison se fera des illusions, je ne le saurai pas. Celui qui panique face à l'épidémie et qui fait des réserves de malades, il est persuadé d'être rationnel, en fait. Il ne comprend pas qu'il est sous le coup d'une forme d'illusion. Pour moi, il est sous le coup d'une forme d'illusion. Pour lui, je suis sous le coup d'une forme d'illusion puisque je décide qu'il est plus sain pour l'individu de ne pas paniquer, quitte à se restreindre un peu sur la nourriture, que de paniquer. Parce que j'estime en fait la probabilité des impacts sur la santé mentale plus fort que la probabilité d'attraper une épidémie en restant confiné chez soi. Voilà. Donc, pour l'un et pour l'autre, on se fait une illusion en fait. Et pour nous, c'est pas une illusion, pour nous, c'est vrai. Donc, est-ce que la raison est capable seule de dire la vérité, parce qu'elle est totalisante, parce qu'elle est puissante, mais sachant cela, est-ce qu'elle n'est pas aussi capable de produire un certain nombre d'illusions, auxquelles elle serait précisément aveugle, comme dans toute illusion ? Alors, on est arrivé au bout des éléments de problématique. Si je reformule, on a dit que on est dans l'ère de la post-vérité, dans l'ère des fake news, des complotistes, des langages qui ne sont ni vrais ni faux, des éléments un petit peu vagues, des informations non vérifiées. On est dans l'ère de la sacralisation de la science plus que de la vérité scientifique. On est peut-être devenu malade de la vérité. On ne fait pas très bien la distinction entre la science et le résultat qu'elle permet. On peut avoir raison contre les faits parce que la raison est puissante, mais en même temps, la raison, c'est aussi ce qui crée des illusions. D'accord ? Je parlais dans la vidéo précédente, je crois, de Schopenhauer. Alors je me demande bien pourquoi j'ai parlé de Schopenhauer, mais j'ai parlé de Schopenhauer. Ah oui, le travail. Schopenhauer, misanthrope. Peut-être qu'il se fait des illusions en étant misanthrope. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'être si pessimiste. Peut-être que la nature tragique de l'existence n'est pas une raison pour pleurer, mais au contraire pour s'en amuser. Je ne sais pas. L'exercice de la raison livré à soi-même est forcément producteur d'illusions, même quand ces illusions sont après créatrices de vérité. Le pessimisme schopenhauerien donne lieu quand même à un certain nombre de réflexions intéressantes sur l'amour, par exemple, sur la question de la volonté humaine, etc. Sur une critique des universités et des écoles. L'illusion peut elle-même produire de la vérité. Alors maintenant, je reformule la problématique du chapitre, qui était quand même tout l'enjeu de cette introduction. Si nous avons le droit d'être sceptiques, ou si au moins nous considérons que la position sceptique en philosophie est quand même une position intéressante, et même la position philosophique par essence en fait, puisque le philosophe c'est celui qui se remet en question, qui cherche, donc le philosophe, pour moi il est sceptique. Alors si on a le droit d'être sceptique, et qu'on considère que la vérité, qu'est-ce que c'est ? C'est le fantasme des philosophes et des scientifiques, c'est un fantasme. Si la vérité est un fantasme, pourquoi faudrait-il combattre la post-vérité, les fake news, les énoncés vagues ? Pourquoi faudrait-il se donner les moyens d'élaborer des vérités ? Est-ce qu'on cherche la vérité parce qu'elle est nécessaire ou seulement parce qu'elle est source de plaisir intellectuel ? Ça, c'est une question importante aussi. Est-ce qu'il est nécessaire de connaître la vérité ou est-ce que c'est le plaisir intellectuel de la recherche qui nous aide ? Qui nous fait faire cette activité de scientifique ou de philosophe. Du coup, je ne fais plus trop la distinction, là, c'est pas utile. Évidemment, quand Torricelli se met à la recherche de la question du vide, il y prend un certain plaisir intellectuel. Quand je me demande à quel moment va éclater une révolution, quand je me demande jusqu'à quel point l'État peut être opportuniste dans un moment comme un moment d'épidémie, quand je me pose ce genre de questions, en fait, c'est pas simplement par plaisir intellectuel, c'est parce qu'on a besoin d'élaborer et de découvrir un certain nombre de vérités pour s'orienter dans l'existence, en fait. Là, c'est important, il y a un enjeu. Donc voilà, pourquoi cherchons-nous la vérité ? C'est une source de plaisir intellectuel, c'est pas négligeable, mais c'est peut-être pas l'enjeu. L'enjeu, c'est que quand même, il y a des choses à savoir quand même pour s'orienter dans le monde. Est-ce que je dois paniquer ou pas paniquer en période d'épidémie ? Bon.
On a des illusions qui nous consolent. Oui, enfin si elles nous consolent, c'est que ce ne sont plus tout à fait des illusions, ce sont des petites croyances. Qu'est-ce qu'une vérité scientifique pour le coup? Comment la science peut-elle nous permettre d'élaborer le vrai? Voilà, ça c'est une question qu'il faut poser dans la problématique. Et en même temps, si la science peut nous permettre d'élaborer le vrai, attention, est-ce que c'est bien la science qu'il faut sacraliser? Est-ce qu'il faut sacraliser quoi que ce soit d'ailleurs? Le sceptique sacraliserait rien du tout. Ou bien est-ce qu'il faut au contraire sacraliser, on va dire, ou honorer la vérité scientifique produite, l'énoncé scientifique produit, la théorie scientifique produite, etc. Voilà. Ensuite, si l'opinion personnelle est par elle-même sans valeur, si je peux dire absolument n'importe quoi à partir du moment où c'est mon opinion, si je peux dire Nostradamus a prédit que l'épidémie durerait 5 ans, c'est pas vrai, ce serait quand même très étonnant, si je peux dire que je suis platiste ou qu'il faut paniquer et acheter du papier toilette, enfin bon, si l'opinion personnelle, on voit bien, est sans valeur, pourquoi penser qu'il suffit de penser, qu'il suffit de raisonner pour atteindre la vérité ? Ce qui est notre intuition. Et en même temps, c'est une condition sine qua non. Comment atteindre la vérité sans penser le réel, en fait? On va y revenir. Bref, faut-il, alors là je reformule la problématique, mais vraiment en 2 mots, faut-il attendre de la science qu'elle remplace notre pouvoir individuel de raisonner? Faut-il la sacraliser parce qu'elle pense à ma place? Ou bien, faut-il supposer qu'il suffit peut-être de penser, peut-être même de penser avec la science, de lire les scientifiques ou de penser seul parfois, à condition peut-être de savoir ce que penser veut dire pour découvrir le vrai. Comment, de toute façon, atteindre la vérité sans penser le réel, même en science? C'est la fin de la problématique. Alors je vais simplement peut-être annoncer le plan du chapitre parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de remanier tellement mon document Word qui est un peu brouillon. Je vais quand même essayer. On va se demander dans un premier temps comment la science nous permet d'accéder à un certain nombre de vérités. Et là, je mets vérité au pluriel, je ne parle pas du fantasme philosophique de la vérité, mais d'un certain nombre d'énoncés scientifiques, valables, hautement probables pour le sceptique ou vrais pour le dogmatique. Comment la science fait-elle? Et aussi quel est son potentiel illusoire. Donc pour ça, on va voir comment se construit une vérité scientifique. On va utiliser Galilée. Alors Galilée, donc je vais essayer de faire un petit cours sur Galilée. Vous allez pouvoir vous reporter aussi à la 2e vidéo sur la croyance du cours de STMG. Vous pouvez vous reporter aussi à un livre d'Alexandre Koyré. Je vais le chercher. Bon, je ne le trouve pas. Un livre d'Alexandre Koyré, K-O-Y-R-E, qui s'appelle Du monde clos à l'univers infini. Voilà, donc du monde clos des Grecs, du cosmos à l'univers infini ouvert par Galilée, Einstein et toute la physique moderne. Je vais vous transmettre aussi les textes de Galilée, quelques textes en fait de Galilée, c'est très très intéressant, qui sont issus des dialogue sur les 2 grands systèmes du monde en fait, qui opposent le système grec de Ptolémée et le système de Copernic, puis surtout de Galilée. En fait, le système est déjà fait chez Copernic, mais Galilée montre plus de choses en fait. Galilée entre dans la physique moderne avec la question notamment du mouvement. Donc on va voir comment s'élabore une théorie scientifique, et ça vous allez pouvoir quand même le lire un petit peu dans le cours. Et puis une fois qu'on aura vu comment s'élabore une théorie scientifique, comment on fait naître une vérité, comment aussi cette vérité elle demande du temps dans l'histoire des sciences, c'est pour ça qu'on ne sacralise pas la science ou le scientifique. Galilée c'est pas notre héros, il n'y aurait pas de Galilée sans Copernic, il n'y aurait pas de Copernic sans Ptolémée, il n'y aurait pas Ptolémée sans Pythagore justement, et Pythagore serait rien sans les astronomes arabes. Bref, on a une histoire des sciences où chaque errance, je ne vais pas dire erreur parce que ce ne sont pas des erreurs, ce sont toujours des systèmes d'hypothèses en fait, où chaque système d'hypothèse appelle à la réfutation suivante. Donc comment dans le temps et dans la démonstration rationnelle aussi, on construit un énoncé scientifique, autrement dit, comment la science construit-elle sa vérité, ce qui va nous permettre de donner un certain nombre de critères qui vont nous permettre de savoir ce que c'est qu'une théorie scientifique. Critères que je vais compléter par
par l'étude de ce que c'est qu'une théorie scientifique chez Karl Popper, un épistémologue, donc un philosophe des sciences très important, qui écrit tout un livre qui s'appelle... ouais, bon, la bibliothèque est trop loin, logique de la vérité scientifique, je ne sais plus. Enfin, Popper, je vais vous en reparler. Il doit être quelque part là dans le cours, peut-être on s'en fout. La logique de la découverte scientifique, j'étais pas très loin, écrit de 1934, où justement Karl Popper va reformuler tout ce qui fait qu'une théorie scientifique est scientifique. Bon, je vais peut-être le faire à la fin. D'abord, après Galilée, je vais vous parler d'une théorie scientifique erronée, en fait, pour comparer avec une théorie scientifique qui n'est pas encore erronée, c'est celle de Galilée. Alors, erronée, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire qu'elle n'est pas complète, qu'elle est susceptible d'un certain nombre de réfutations, sans d'ailleurs que tout y soit à jeter. Parce que précisément, comme c'est une recherche de vérité, c'est pas non plus faux, en fait. C'est incomplet. Il y a quelques erreurs dans le contenu, mais ou dans l'expérience, mais l'hypothèse peut être valable. Et puis, je vais parler aussi d'une théorie qui a l'air scientifique, mais qui ne l'est pas. Donc là, on aura... un tableau complet, une théorie scientifique qui s'avère à peu près vraie, une théorie scientifique qui s'est avérée assez dépassée, on va dire, et une théorie qui a l'air scientifique, qui est justement moderne, hein, qui a l'air scientifique pour les gens, et qui ne l'est pas du tout. Donc voilà, on va voir l'emballage de la science, la vérité en science et l'erreur en science. Et à la toute fin de cette étude, on pourra justement se demander ce que c'est qu'une théorie scientifique avec Karl Popper. Et dans un deuxième temps du cours, on va se poser la question de la manière dont il faut penser justement pour faire comme Galilée en quelque sorte, pour élaborer une théorie scientifique, pas obligée du tout, mais au moins pour aller vers la vérité. Et là, on va abandonner temporairement le terrain de la science pour parler en tant que tel de la pensée. Donc là, on va se référer à un certain nombre de philosophes, au premier chef desquels Descartes. Alors les TS, je ne sais plus si on avait été jusque-là dans le chapitre, il me semble quand même que oui. Sinon vous écouterez quand même la fin de ce chapitre si je fais une vidéo là-dessus. Donc Descartes, c'est justement celui qui tente d'inventer une méthode pour penser, bien penser et trouver le vrai. Donc ça nous permet de terminer ce premier chapitre sur la science et de répondre à la question justement, est-ce qu'il faut attendre de la science qu'elle ait réponse à tout? Évidemment, peut-être pas. En tout cas, est-ce qu'il faut attendre de l'homme qu'il ait des réponses à tout, et si possible des réponses qui s'approchent de la vérité? Oui, à partir de certaines conditions, à condition en fait qu'il sache ce que c'est la science, qu'il sache comment on construit une vérité précisément, donc comment comprendre quand on est face à un énoncé qui n'est pas une vérité et qu'on prend pour telle, comme la prédiction de Nostradamus, et enfin, comment on peut faire pour penser, même si on ne va pas suivre toute la méthode de Descartes, parce qu'en fait la méthode de Descartes, c'est comment devenir un scientifique, hein, ça ferait l'objet de plusieurs heures de vidéo, mais en tout cas quelques éléments, quelques exemples en fait de la méthode cartésienne qui permettent de comprendre comment on peut utiliser sa pensée, comment on peut faire pour que lorsqu'on pense, notre but, notre finalité et notre résultat effectif, ce soit quelque chose qui soit quand même acceptable, hautement probable, vrai jusqu'à plus ample informé. C'est ça que font les sceptiques. Compte tenu des informations dont je dispose, là, ce que je pense est vrai jusqu'à plus ample informé, c'est-à-dire quand j'aurai une information supplémentaire, une observation supplémentaire, je reviendrai sur ce que j'ai dit sans aucune pitié, parce que comme je suis sceptique, je sais que donc la vérité est avant tout un fantasme de vieux philosophes barbus. Voilà pour cette introduction. Je vais essayer tout de suite de corriger un petit peu mon cours qui est un peu brouillon, pour vous transmettre en même temps le document pour ceux qui auraient envie déjà de lire, parce que ça prend beaucoup de temps de faire les vidéos. Je dois les faire la nuit parce qu'en fait là on est en double travail. Je suis désolée d'être si lente, c'est pas évident en fait parce que on est dans une double journée tout simplement de parents isolés en fait, et ensuite d'une vie de travail qui s'effectue la nuit. Donc toutes les nuits ne sont pas propices à la motivation, et simplement la fatigue aide. Donc voilà, en attendant donc les vidéos, parce que ça peut être un peu long à venir, évidemment je vais vous mettre tout le cours en lien là. Puis je vais faire encore
vidéo pour les autres classes. Donc voilà, bonne écoute, ne paniquez pas, bon confinement. Ne vous inquiétez pas trop pour le bac, il sera retardé. Autant que moi j'ai du retard dans mes cours, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, la qualité vaut mieux que la quantité. Bonne nuit.